À 3h07 du matin, 3 essaims de drones distincts franchissent simultanément la limite de l'espace aérien contrôlé par la Russie. Chacun suit un vecteur d'approche différent vers la même cible, mais pas vers le même point de cette cible. 3 points différents, séparés de 53 secondes entre le premier impact et le dernier, assez proches dans le temps pour empêcher toute équipe de réparation d'atteindre le premier point touché avant que le troisième ne s'écrase. Assez éloigné géographiquement pour que la chaussée reliant la Crimée au continent contrôlé par la Russie via le passage de Tchonar présente des dommages simultanément dans sa section nord, sa travée centrale et sa section sud. Une première en 9 mois de frappes ukrainiennes sur cette route. La lieutenante Daria Lenko avait passé 9 semaines à construire ces 53 secondes. Le passage de Tchonar n'est pas un pont, c'est une chaussée, une route posée en travers d'un lac salé peu profond sur un remblai de terre et de béton surélevé. 3,2 km de long dans sa section fonctionnelle la plus étroite, portant l'unique route reliant la péninsule de Crimée à l'oblast de Kherson contrôlée par la Russie, sur un terrain qui n'offre aucun tracé alternatif. Le lac salé, de part et d'autre du remblai, a entre 1 et 2 mètres de profondeur. Son fond est une couche de sédiments saturés de sel si dense que les engins de génie civil s'y enfoncent plutôt qu'ils n'y roulent. On ne peut pas amener d'engins de réparation à travers le lac. On ne peut pas les acheminer par bateau. Le lac est trop peu profond pour tout ce qui transporte une charge utile. On ne peut les amener qu'en empruntant la route elle-même, depuis l'extrémité de la chaussée qui reste intacte. C'est ce détail que Lenko étudiait depuis le début du mois de mai, quand on l'avait affecté à la cellule d'analyse chargée d'évaluer l'efficacité des frappes ukrainiennes sur les routes d'approvisionnement de la Crimée. À son arrivée, le passage de Tchonar avait été frappé 11 fois en 9 mois. 11 frappes, 11 réparations. La plus longue interruption obtenue par une frappe unique avait été de 22 heures, à la suite d'une attaque en mars qui avait détruit une section de 40 mètres de chaussée près du milieu du passage. Les équipes de génie russes étaient arrivées dans les 3 heures suivant la frappe, travaillant simultanément depuis les 2 extrémités de la chaussée vers la section endommagée et avaient rendu la route praticable pour les véhicules légers en 18 heures, entièrement opérationnelle en 22. Le cycle de réparation le plus rapide avait été de 14 heures, après une frappe plus modeste en février qui n'avait endommagé que la surface de la route sans atteindre la couche structurelle du remblai en dessous. Le plus lent avait été celui de mars, à 22 heures. 9 mois de frappe et la perturbation maximale que l'Ukraine avait réussi à infliger à la route d'approvisionnement la plus critique de la Russie vers la Crimée restait inférieure à une journée. Chaque camion de carburant, chaque convoi de munitions, chaque rotation de troupes, chaque pièce d'équipement circulant entre le continent russe et la péninsule passait par Tchonar. Le pont de Kerch restait partiellement opérationnel pour le trafic ferroviaire, mais son tablier routier était fermé depuis la frappe d'octobre, et la traversée par ferry à Kerch ajoutait entre 4 et 7 heures à tout trajet routier selon le temps d'attente. Tchonar n'était pas une des routes d'approvisionnement de la Russie vers la Crimée, c'était la route d'approvisionnement, celle qui fonctionnait encore assez vite pour compter, et l'Ukraine l'a frappée depuis 9 mois sans jamais parvenir à la fermer plus de 22 heures d'affilée. La première semaine d'affectation de Lenko fut consacrée à lire chaque évaluation de frappe passée et chaque rapport de réparation ultérieure que la cellule d'analyse avait accumulé. À la fin de cette première semaine, elle avait compris pourquoi chaque frappe précédente avait produit le même résultat. Le problème, c'était la doctrine de réparation, pas les frappes. Les frappes visaient la chaussée correctement, touchaient la surface de la route, atteignaient parfois la couche du remblai, causaient de véritables dommages structurels qui exigeaient un véritable effort d'ingénierie pour être réparés. Les équipes de réparation réagissaient correctement, arrivaient rapidement, travaillaient simultanément depuis les 2 extrémités, géraient la réparation efficacement dans les limites des moyens disponibles. L'opération de réparation fonctionnait parce que les 2 extrémités de la chaussée étaient toujours intactes. Si la section nord était endommagée, les engins entraient par l'extrémité sud et roulaient vers les dégâts. Si la section sud était touchée, ils entraient par le nord. Si c'était le centre, ils venaient des 2 extrémités simultanément et convergeaient vers le milieu. Toujours 2 directions, toujours un chemin permettant aux engins d'atteindre les dégâts depuis au moins une extrémité. Toujours un moyen de commencer à travailler immédiatement. Elle passa les 2e et 3e semaines à cartographier non plus la chaussée, mais l'opération de réparation elle-même. D'où venaient les engins? Combien de temps mettait-il à arriver? Quel était l'effectif minimum pour une équipe de réparation fonctionnelle? Où se trouvait le dépôt de matériaux prépositionnés qui permettait aux ingénieurs russes de commencer les travaux dans les 3 heures suivant une frappe plutôt que d'attendre l'arrivée de fournitures depuis plus loin? Le dépôt se trouvait à 6 km au nord du terminus nord de la chaussée, à l'intérieur de la ville de Tchonar, sur le terrain de ce qui avait été un centre d'entretien municipal avant l'occupation. L'unité de génie russe y avait prépositionné les matériaux de réparation routière, granulats, mélange de béton, plaques d'acier, coffrage, précisément parce que 9 mois de frappes ukrainiennes leur avaient appris que la rapidité de la réparation était la priorité opérationnelle.
Le dépôt n'avait jamais été touché. Il se trouvait dans une zone habitée, entourée de bâtiments civils, et autoriser une frappe dessus exigeait une évaluation des dommages collatéraux que personne dans la chaîne d'autorisation n'avait été prêt à assumer. Tant que d'autres options subsistaient, elle ne recommanda pas de frapper le dépôt. Elle comprenait pourquoi il n'avait pas été touché, et elle ne pensait pas que le frapper soit la bonne approche, même si l'autorisation pouvait être obtenue. Ce qu'elle recommanda à la place vint de la 3e semaine passée à cartographier l'opération de réparation. Une question qu'elle avait commencé à se poser après avoir dessiné la séquence de réparation sur le papier pour la 5e fois. Que se passe-t-il pour l'opération de réparation si les 2 extrémités de la chaussée sont elles aussi endommagées? La réponse était immédiate et évidente dès qu'elle la dessina. Si la section nord est endommagée, les engins ne peuvent pas entrer par le nord. Si la section sud est simultanément endommagée, ils ne peuvent pas entrer par le sud. Si le centre est simultanément endommagé, il ne reste aucune section intacte de la chaussée sur laquelle les engins puissent rouler. Les matériels du dépôt à 6 km au nord ne peuvent pas atteindre la chaussée. Les matériels éventuellement positionnés au sud du passage ne peuvent pas y accéder non plus. L'opération de réparation qui avait résolu chaque frappe précédente en moins de 22 heures ne peut tout simplement pas commencer parce qu'il ne reste plus de route intacte sur laquelle rouler. 3 impacts simultanés, section nord, centre, section sud, tous dans un créneau de 60 secondes, assez rapprochés pour que les équipes de réparation dépêchées vers le premier impact n'aient pas pu parcourir une distance utile sur la chaussée avant que le 2e et le 3e ne s'abattent. Retirer à l'opération de réparation la capacité d'approcher par l'une ou l'autre extrémité et une chaussée qui avait survécu à 11 frappes avec jamais plus de 22 heures de perturbation exigerait une méthodologie de réparation fondamentalement différente. Une méthode qui impliquerait soit de reconstruire une section fonctionnelle à partir de rien avant que le reste ne puisse être atteint, soit d'amener des plateformes flottantes de génie civil pour travailler depuis la surface du lac plutôt que depuis la route. Un processus pour lequel les moyens de génie russes disponibles dans la zone n'étaient pas configurés et qui exigerait un équipement spécialisé venant de nettement plus loin. Son évaluation estimait à 11 jours minimum la perturbation induite par une frappe simultanée en 3 points, contre les 22 heures maximum obtenues par toute frappe en un seul point. Elle déposa la note à la fin de la 3e semaine. Recommandation: frappe simultanée à 3 cellules sur la section nord, la travée centrale et la section sud de la chaussée de Chonar dans une fenêtre de 60 secondes. Perturbation estimée, 11 jours minimum contre 22 heures maximum pour toutes les frappes précédentes en un point unique. L'opération de réparation dépend d'un accès à la chaussée depuis les 2 extrémités simultanément. La frappe en 3 points supprime les 2 points d'accès et le centre en même temps, rendant impossible l'approche de réparation standard. La réponse tomba en 48 heures. Coordonner 3 paquets de drones distincts pour qu'ils frappent à moins de 60 secondes d'écart sur une cible bien défendue est jugé opérationnellement trop complexe compte tenu de la fiabilité actuelle des communications au-dessus d'un espace aérien russe brouillé. Recommandation: maximisez plutôt l'efficacité d'une frappe en un point unique. Continuez à développer les paramètres de ciblage pour la section nord. Elle relut le refus 2 fois. L'objection ne portait pas sur le concept des 3 points, elle portait sur la fiabilité des communications. Sur l'hypothèse selon laquelle coordonner 3 paquets pour frapper à moins de 60 secondes d'écart exigerait une communication en temps réel entre les cellules pendant l'approche finale, ce que l'environnement de brouillage du pôle 21 au-dessus de Chonar rendait peu fiable. L'hypothèse était fausse et elle pouvait démontrer qu'elle l'était. Elle passa les semaines 4 à 6 à construire le modèle de coordination qu'on lui avait implicitement dit de ne pas construire. Non parce qu'on l'y avait autorisé, mais parce que le refus avait identifié une objection technique précise, qu'elle avait une réponse technique précise à cette objection, et qu'elle n'était pas disposée à laisser cette réponse sans examen simplement parce que le premier dépôt était revenu négatif. Le problème de coordination se dissolvait dès qu'elle retirait l'hypothèse de la communication en temps réel. 3 cellules de drone n'avaient pas besoin de se parler pendant l'approche finale pour frapper à moins de 60 secondes d'écart. Elles avaient seulement besoin de décoller du même point au même instant et de suivre des itinéraires préchargés de longueurs calculées précisément. Chaque itinéraire chronométré à partir de la même référence de décollage, de sorte que l'itinéraire de la première cellule se termine 53 secondes avant celui de la troisième et que celui de la deuxième se termine 26 secondes après celui de la première. Aucune communication, aucun signal de coordination, aucune dépendance à quoi que ce soit que le pôle 21 puisse brouiller.
3 minuteries lancées simultanément au décollage, décomptant vers 3 moments d'impact différents, espacés de 53 secondes. La navigation par suivi de terrain se chargerait du reste. Chaque cellule suivrait son propre itinéraire préchargé en utilisant les propres caractéristiques du terrain de la chaussée, le profil d'élévation du remblai, la signature thermique du lac salé de part et d'autre, la signature radar spécifique de la surface de la route, comme référence de navigation et non le GPS. L'environnement de brouillage était sans importance pour un système de navigation qui n'écoutait pas les signaux satellites. Elle déposa le modèle de coordination à la fin de la 6e semaine, non pas comme une nouvelle recommandation de frappe, mais comme un supplément technique au dossier initial, une réponse à l'objection précise soulevée par le refus, démontrant que l'objection ne s'appliquait pas à une approche de coordination fondée sur des minuteries. L'autorisation arriva à la fin de la 7e semaine, 2 semaines avant l'exécution de la frappe. Pas parce que le second dépôt était plus convaincant que le premier, mais parce que la semaine entre les 2 dépôts avait vu passer par Tchonar un convoi russe de munitions de 43 véhicules que les forces ukrainiennes avaient suivis sans parvenir à intercepter avant qu'ils n'atteignent la péninsule. Et parce que l'évaluation par la cellule d'analyse de ce que transportaient ces véhicules, assez d'obus d'artillerie pour soutenir la cadence de tir du groupement de Zaporijia pendant 12 jours, avait créé l'urgence opérationnelle que 2 dépôts analytiques soigneusement raisonnés n'avaient pas produite. Le paquet de drones affectés à l'opération fut construit autour du modèle de coordination que l'ENCO avait conçu sans qu'on le lui demande. 3 cellules, contenant chacune 4 drones, 12 cellules aériennes au total. L'itinéraire de chaque cellule était préchargé avec son vecteur d'approche spécifique, son point d'impact spécifique, section nord, travée centrale, section sud, et son décalage de minuterie spécifique par rapport à la référence commune de décollage. Les cellules ne communiqueraient pas pendant l'approche. Elles ne recevraient pas de données de ciblage actualisées après le décollage. Elles suivraient leurs itinéraires, décompteraient leur minuterie et arriveraient à leur point désigné à leur moment désigné, quoi qu'il arrive aux autres cellules. La défense antiaérienne de la chaussée de Tchonar se composait de 2 batteries Pantsir S1, l'une positionnée au terminus nord, l'autre au terminus sud, plus le système de guerre électronique Pôle 21 qui couvrait l'ensemble du passage d'un brouillage satellite sur un rayon de couverture de plus de 40 km. Les Pantsir étaient la menace, pas le brouillage. Le Pantsir Nord acquit la cellule Nord à 3h09, 2 minutes après que les cellules eurent pénétré dans la zone cible, au moment où le drone de tête franchissait la légère variation d'élévation où la route d'approche de la chaussée rejoignait l'extrémité nord du remblai. La géométrie radar était inévitable à ce point. Toute approche de la section nord de la chaussée exigeait tôt ou tard qu'un drone franchisse cette variation d'élévation. Et le cône de couverture du Pantsir était optimisé précisément pour cette géométrie. La cellule nord perdit 2 de ses 4 drones dans les 40 secondes qui suivirent, tous 2 détruits par des interceptions Pantsir avant d'atteindre le point d'impact désigné de la section nord. Le 3e drone de la cellule nord atteignit le point d'impact nord à 3h11 et frappa la couche structurelle du remblai en un point situé à 14 mètres au sud de la jonction du terminus nord, là où l'analyse structurelle de l'ENCO avait identifié la section transversale minimale du remblai, le point faible de la section nord où une seule ogive pouvait obtenir le déplacement latéral maximal du matériau du remblai dans le lac salé. L'explosion projeta une section de remblai de 3 mètres de large et d'environ 8 mètres de long dans l'eau salée du côté est de la chaussée, laissant une brèche dans la surface de la route et une face de remblai endommagée qui exigerait non seulement une réparation de chaussée, mais une reconstruction structurelle avant que des véhicules lourds ne puissent la traverser en sécurité. Le 4e drone de la cellule nord, arrivant 11 secondes après le 3e, frappa la même section et prolongea la brèche de 4 mètres supplémentaires sur la face ouest. Les 2 impacts combinés créant une géométrie de cratère qui obligerait l'équipe de réparation à apporter des matériaux de remblai supplémentaires plutôt que de simplement rustiner la surface avec ce qu'elle avait prépositionné. Le Pantsir Sud acquit la cellule sud à 3h12, 1 minute et 40 secondes après les impacts de la cellule nord. L'équipage de la batterie réagissant à l'engagement au nord plutôt que de maintenir sa propre évaluation indépendante de la menace. La cellule sud perdit un drone lors d'une interception Pantsir en approche. 3 drones atteignirent le point d'impact désigné de la section sud à 3h13, frappant l'extrémité sud de la plus longue travée continue de la chaussée, une section où le remblai avait déjà été réparé 2 fois auparavant, et où l'analyse structurelle de l'ENCO indiquait que les rustines de réparation précédentes, utilisant des matériaux différents de la construction d'origine, avaient créé une interface de couche vulnérable à la géométrie de souffle spécifique des ogives que transportait la cellule sud. La section sud reçut 2 impacts en 7 secondes.
Le troisième drone fut détruit par le Pantsir Sud dans les 60 derniers mètres de son approche, l'équipage ayant retrouvé sa piste indépendante après que les deux premiers impacts au sud lui eurent fourni un cap précis. La cellule centrale fut la dernière à arriver, par conception. À 3h14 et 40 secondes, 1 minute et 37 secondes après les impacts au nord et 37 secondes après ceux au sud, le drone de tête de la cellule centrale atteignit le point médian de la chaussée. La section où, lors de la frappe de Mars, les deux équipes de réparation travaillant simultanément depuis les deux extrémités s'étaient rejointes au milieu. 3 drones de la cellule centrale atteignirent le point médian en séquence. Les 3 frappèrent à moins de 11 secondes les uns des autres. Un Pantsir central, s'il y en avait eu un, aurait été positionné pour les engager. Il n'y avait pas de Pantsir central. La doctrine Pantsir positionnait les batteries aux extrémités de la chaussée parce que c'est de là qu'étaient toujours venues les menaces d'approche. Une menace qui arrivait au centre était une menace qui avait déjà dépassé les batteries d'extrémité. Et une menace qui avait déjà dépassé les deux Pantsir et atteint le centre de la chaussée relevait d'un scénario que la doctrine n'avait pas été conçue pour traiter. Parce que les frappes en un seul point visaient toujours une section, et les deux batteries couvraient les deux extrémités. Temps écoulé total du premier impact nord au dernier impact central, 53 secondes. Les équipes de réparation russes arrivèrent au terminus nord à 4h45, 94 minutes après le premier impact. Le chef d'équipe conduisit le premier véhicule au bord des dégâts nord et s'arrêta. La surface de la route s'interrompait à la brèche que l'analyse structurelle de Lenco avait ciblée. La face du remblai s'était affaissée dans le lac Salé du côté est. Il n'y avait plus de route pour rouler sur les 42 mètres séparant la jonction du terminus nord du point où reprenait la section centrale intacte. Les engins de réparation ne pouvaient pas atteindre les dégâts du centre. Ils ne pouvaient pas atteindre les dégâts du sud. Ils ne pouvaient atteindre que la brèche nord sur laquelle ils pouvaient commencer à travailler, mais qui ne fournirait pas d'itinéraire praticable vers le reste de la chaussée avant que la brèche nord ne soit entièrement reconstruite. Les équipes de réparation arrivèrent au terminus sud, du côté criméen, à 5h20. Même situation dans le sens inverse. La brèche sud était infranchissable. Les dégâts du centre inaccessible. Les engins de reparació au terminus sud ne pouvaient travailler que sur la brèche sud, indépendamment de ce que faisait l'équipe nord, sans possibilité de coordonner une approche simultanée, parce que la section centrale n'était accessible à aucune des deux équipes tant que leur propre brèche n'était pas reconstruite. Deux opérations de réparation distinctes travaillant vers une section centrale que ni l'une ni l'autre ne pouvaient atteindre sur une chaussée qui n'offrait aucune travée continue intacte assez longue pour qu'on puisse y conduire un équipement spécialisé. L'estimation de 11 jours de Lenco tint bon. Le convoi militaire russe qui devait passer par Chonar à 6h37, 7 camions-citernes et 14 véhicules de munitions qui stationnaient dans une zone de rassemblement à 6 km au nord de la chaussée depuis minuit, furent redirigés vers Kerch à 6h23. La route de Kerch ajoutait 212 km au trajet et exigeait une traversée en ferry qui fonctionnait selon un horaire réduit à cause de l'activité des drones ukrainiens au-dessus du détroit. Le convoi arriva à sa destination du côté criméen 19h40 plus tard que son heure d'arrivée prévue par Chonar. Le carburant qu'il transportait était destiné à des véhicules blindés opérant dans la direction de Kherson. Ces véhicules commencèrent à rationner le carburant à 14h ce jour-là. Le convoi de 43 véhicules qui étaient passés par Chonar 10 jours plus tôt, dont la charge de munitions avait contribué à l'urgence opérationnelle, qui avait finalement produit l'autorisation que les deux dépôts de Lenco n'avaient pas obtenue, ce convoi était passé parce que le passage était opérationnel. Pendant les 11 jours suivants 3h11 ce matin-là, aucun convoi d'aucune sorte ne passa par Chonar. Les équipes de génie russes travaillant sur les brèches nord et sud depuis les extrémités opposées d'une chaussée à section centrale inaccessible eurent besoin de 11 jours et d'équipements spécialisés de pontage flottant acheminés depuis Sébastopol avant d'obtenir un itinéraire praticable pour les véhicules légers, et de 4 jours supplémentaires ensuite avant que la route ne puisse supporter des convois lourds. La note post-opération de Lenco tenait en 2 phrases, au-delà du résumé technique. L'estimation de perturbation de 11 jours était exacte à 6 heures près. Le modèle de coordination fondé sur des minuteries pour les frappes simultanées à cellules multiples est applicable à toute cible dont la doctrine de réparation repose sur un accès depuis plusieurs directions et peut être perturbé par des dommages simultanés à toutes les voies d'accès. La Russie avait réparé chacune des 11 frappes précédentes sur la chaussée de Chonar en moins de 22 heures, parce que chaque frappe précédente avait touché un seul endroit et que les équipes de réparation avaient travaillé depuis les deux extrémités vers le milieu. La lieutenant Daria Lenco avait passé 9 semaines à étudier l'opération de réparation, non la chaussée elle-même, et avait trouvé la seule approche qui rendait cette opération impossible. Pas en frappant plus fort, pas en frappant le dépôt, mais en frappant 3 endroits à la fois en 53 secondes, et en retirant cet accès par les deux extrémités dont chaque réparation avait dépendu pendant 9 mois.
Il y a quelque chose qui frappe dans cette histoire quand on la regarde à froid depuis un salon en France. Pendant 9 mois, tout le monde avait fait son travail correctement. Les pilotes ukrainiens frappaient bien, les ingénieurs russes réparaient bien, chacun exécutait sa mission avec compétence, et le résultat ne changeait jamais. Il aura fallu qu'une jeune officière, à qui on avait dit non une première fois, refuse de laisser l'objection sans réponse. Elle n'a pas insisté en frappant du poing, elle est simplement revenue avec une démonstration technique qui rendait le refus caduc. On a tous connu, à plus petite échelle, cette situation où l'on nous dit « ce n'est pas possible » parce que la question a été mal posée. Un dossier refusé au travail, un projet écarté par un chef, une idée balayée en réunion parce qu'elle ne rentrait pas dans une case. Et l'on hésite. Faut-il abandonner par respect pour la hiérarchie ou revenir à la charge par respect pour l'idée? Lenko a choisi la deuxième voie, en silence, sans faire de vagues, en travaillant 6 semaines sur ce qu'on ne lui avait pas demandé de faire. Est-ce que c'est de l'insubordination ou est-ce exactement ce qu'on attend d'une officière qui pense? On peut se demander honnêtement ce que l'on ferait à sa place. Et si nos propres systèmes dans l'administration, dans l'entreprise, dans la vie quotidienne laissent encore une place à ce genre de patience têtue? Il reste aussi cette autre question, plus dérangeante peut-être. À quel moment un dépôt situé à l'intérieur d'une zone habitée cesse-t-il d'être un abri et devient-il une cible? Elle a refusé de le frapper, alors qu'elle en avait probablement les moyens analytiques. Elle a préféré chercher une autre voie. 11 jours d'interruption obtenus sans toucher au dépôt civil, contre la tentation d'un raccourci. On peut trouver ça froid, ou au contraire, y voir une forme de rigueur morale que les guerres modernes oublient parfois. Chacun tranchera comme il pourra.